Alors, aujourd'hui, comme tous les samedis, on va faire un petit récap des marchés crypto. On a du coup actuellement une liquidation sur pas mal d'actifs au niveau des crypto-monnaies. On voit que voilà, il y a eu un boom de volume dû au FUD qui se passe au niveau de la SEC et de Binance. Et on voit que voilà, certains capitaux se réfugient sur le Bitcoin. Donc au niveau de la charte ETH, ETH BTC, on voit que on a break la trendline par le bas. On est retombé au niveau des 44%. Donc voilà, on voit que le FUD est en train de marcher, que les gens fuient les crypto-monnaies, les altcoins et pour certains se réfugient sur le Bitcoin. Bon, maintenant les gros acteurs, et je reviendrai après sur la partie un petit peu plus fondamentale. Les gros acteurs, écoutez, Bitcoin n'est toujours pas arrivé dans l'order block dans lequel je l'attends. Il est passé au-dessus comme dit la dernière fois, mais il n'est pas encore revenu dedans, malgré le FUD qu'il y a eu. Au niveau d'Ethereum, alors on n'avait pas eu de liquidation dernièrement sur toute cette partie-là. Donc depuis le 30 mars, ça allait faire bientôt 2 mois qu'on n'avait pas du tout de liquidation. Non, ça allait faire bientôt 3 mois qu'on n'avait pas du tout de liquidation sur les longues, hormis ici et ici. Donc là, on l'a eu. On l'a eu, et ce qui a permis du coup de revenir dans l'order block dans lequel j'étais rentré. Pour ma part, j'ai toujours le stop loss au même niveau, au niveau des 1685. Au niveau des mock charts, des, des ordres en attente sur Ethereum, bah voilà, j'ai eu un bon nettoyage. J'ai eu un très bon nettoyage des ordres, donc tous les ordres qui étaient ici ont été fill. Pour rappel, donc on n'a quasiment plus rien. Alors, dézoomons un petit peu. Donc voilà, on n'a quasiment plus rien à aller chercher en bas, hein. Si je raffine un petit peu le chart, on voit bien que voilà, il y a plus d'ordre à aller chercher. Il y a 1706, on va dire 20 000 Ethereum à aller chercher, mais bon, c'est pas grand-chose, quoi. Je pense pas qu'on va pousser plus loin, mais c'est possible, ça reste possible. C'est pour ça que je garde toujours mon stop loss au même niveau, donc au niveau des 1680 personnellement, et on n'est toujours pas venu le chercher. Donc moi, ce que je vois, c'est vis-à-vis de cette histoire de la SEC qui enregistre, enfin qui enregistre pas, mais qui donne une liste de crypto-monnaies un petit peu au hasard comme ça et dit voilà, ce sont des securities. Premièrement, ce n'est pas passé devant le tribunal, c'est pas passé devant une cour. Deuxièmement, il faut encore qu'ils prouvent que ce sont des securities. Troisièmement, la plupart des crypto-monnaies qu'ils ont données, la fondation possède moins de 20% du supply. Donc, devant le Congrès, ce n'est pas recevable. Devant une cour de justice, ce n'est pas recevable. Donc, c'est ce qu'on appelle du FUD. Du FUD, du FUD, du FUD. Et alors, pourquoi du FUD maintenant? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on aurait du coup la SEC qui publierait son papier maintenant? Pourquoi on aurait donc Binance US qui se ferait attaquer maintenant? Et Coinbase, etc. Bah écoutez, on peut revenir là-dessus par rapport au taux. Hop, au taux de la Fed. Donc, depuis décembre 2021. Depuis décembre 2021, qu'est-ce qu'on a? Montée de taux. Comment Bitcoin réagit? Donc, il chute. Comment le dollar réagit, comment les actions réagissent, comment tous les actifs corrélés au dollar réagissent, il chute. Maintenant, ça va faire du coup mars 2022, février 2022, juin 2022. Ça va faire bientôt 1 an et demi que on ne fait qu'augmenter les taux. Imaginons, simple supposition, que du coup les 70% d'institutionnels qui pressent qu'il n'y ait pas d'augmentation de taux aient raison et qu'il n'y a pas d'augmentation de taux dû au fait que voilà l'inflation est maîtrisée, que le marché de l'emploi commence à réagir, etc. Qu'est-ce qu'on aurait du coup comme réaction et qu'en plus de ça, pardon, la Fed commence à réinjecter énormément de liquidités sur les marchés.
quelle incidence ça pourrait avoir sur le marché des crypto-monnaies. On l'a bien vu, quand on a des taux qui baissent, on a un Bitcoin qui monte. Les marchés en général, les marchés à risque, donc valeurs technologiques, crypto-monnaies, qui pump. Si maintenant je corrèle la chute qu'il y a eu en 2022 avec par exemple le S&P, on voit que au niveau du S&P, on a eu une chute de 38%. Au niveau du Nasdaq, alors oui, il est mon Nasdaq. Donc au niveau du Nasdaq, j'ai eu une chute non pas de 38%, mais de 45%. Pardon. Et maintenant au niveau du Bitcoin, j'ai eu une chute de 90%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, vous avez eu un retour du S&P et du Nasdaq au niveau de la médiane de la chute. Donc, le Nasdaq a chuté de 270 points, 278 points par rapport à son ATH. Il se trouve actuellement à 156 points, 160 points de son ATH. Le S&P a chuté de 240 points par rapport à son ATH. Il se trouve actuellement à 125 points de son ATH. Le Bitcoin, lui, a chuté de 544 points, se trouve actuellement à 404 points de son ATH. Donc vous voyez le spread entre les deux. Si vous voulez, le S&P donc a réagi. Le Nasdaq, lui, a réagi avec plus de volatilité, étant donné que c'est des valeurs technologiques, donc valeurs plus à risque, valeurs plus exposées à la montée des taux. Et le marché des crypto-monnaies, qui est un marché extrêmement peu liquide comparé aux deux autres, a lui réagi avec énormément de volatilité. Si on price que les deux sont revenus à leur médiane, avec le paradigme de on va possiblement arrêter d'augmenter les taux. Mais que Bitcoin, lui, est à peine à 10% de revenir à son ATH et à peut-être 25% de revenir sur sa médiane. Alors qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que en réalité, le marché des crypto-monnaies est sous-évalué. Il est sous-évalué par rapport au scénario dans lequel il n'y aurait pas d'augmentation de taux. Et on le voit ici également avec Ethereum. Donc, si on rentre dans l'environnement où il n'y a plus d'augmentation de taux, là-dessus, vous allez avoir un retour probable de ces actifs-là, Ethereum, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, mais crypto-monnaies de valeur, on va en expliquer pourquoi, dans la médiane de la chute. Médiane de la chute qui se trouve dans cette zone, grosso modo. Donc dans la zone des 3600, 3100 pour Ethereum, et dans la zone des 34 000, 40 000 pour Bitcoin. Or, qu'est-ce qu'on a lorsqu'on retourne dans ces zones-là sur les charts? Ben on a le fameux gap. Alors, je vais actualiser tout ça. Donc on a le fameux gap qui se trouve juste au-dessus. Gap qu'il faut traverser pour revenir du coup dans ces zones de valeur, dans la médiane de la chute. Donc la chute des cryptos ont démarré environ à ce niveau-là, donc de 70 000 à 15 000. On peut dire que voilà, la médiane se trouve
à peu près dans cette zone. Donc du coup, si on veut retourner dans cette zone, il faut bien évidemment traverser ce gap. Ça fait maintenant plus de 3 mois qu'on travaille donc ce gap-là, celui qui était juste ici. Donc on l'a rempli d'ordre, etc. Maintenant le problème c'est que avoir travaillé autant ce gap, ça a complètement séché les liquidités en supply des brokers. Donc il faut que les brokers se rechargent en liquidité pour revenir dans ce gap-là et soit faire le même travail, soit le traverser directement, comme on l'a vu juste ici. Maintenant, pourquoi il y a peu de probabilité que l'on traverse comme on a fait juste ici? Tout simplement parce que ici, vous aviez des actifs extrêmement sous-évalués. On peut le voir du coup, si on compare avec Ethereum. Voilà, donc Ethereum ici n'avait pas cassé de bottom. Pourtant, il a fait la même hausse que le Bitcoin. Donc en réalité, c'est juste que ces actifs-là étaient sous-évalués. Et il y a eu du coup en janvier une hausse de 25 points, alors que celle qui était attendue, c'était celle de 50 points. Et on a vu du coup un boom des crypto-monnaies. Donc sur Ethereum, on a pump de 30%, et sur Bitcoin, on a pump de 60%. Donc du coup, si imaginons vous voulez réaliser à petit peu près la même performance pour traverser ce gap, ou alors le faire travailler de cette manière-là. Pourquoi? Parce que pour rappel, un gap, c'est une zone où il n'y a quasiment aucun ordre à aller chercher, donc aucun revenu pour le broker. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se recharger en supply. Et comment on se recharge en supply? Il faut que les personnes vous vendent leur supply. Donc, mettons-nous maintenant dans la peau d'un institutionnel. Un institutionnel qui voit ces charts, donc qui sait très bien que ces actifs-là ont de la valeur. Pourquoi? Parce que on le voit ici, en 2017-2018, il y a eu de la performance malgré la montée des taux, mais quand il y a eu la chute des taux, ces valeurs-là ont explosé. Donc imaginons que maintenant il n'y ait plus d'augmentation de taux, on peut s'attendre à, premièrement, un retour de ces actifs. Alors attendez, TradingView ne veut plus m'afficher mes petits dessins. Donc, on peut s'attendre, très probablement, à un retour de ces actifs-là dans la médiane de la chute. Si vous voulez, on peut dire que voilà, il y a un range dans ces zones-là, la médiane du range se trouve à ce niveau-là. Donc, si on se met à la place d'un institutionnel qui veut chercher de la performance dans des actifs qui n'ont pas encore performé, c'est-à-dire que le S&P, lui, a déjà pricé le retour d'une économie sans hausse de taux, le Nasdaq, pareil. Maintenant, pour un retour à la TH, il faudrait un retour de la croissance, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par contre, vous avez des actifs qui n'ont pas, eux, retracé leur prix pour retrouver donc des niveaux de prix dans un paradigme où il y aurait plus de hausse de taux. On ne parle pas de baisse de taux, mais plus de hausse de taux. C'est-à-dire que quand après on aura une vision sur une probable baisse de taux, à ce moment-là, vous pourrez avoir du coup Nasdaq S&P qui retourne à leur ATH, et on pourra avoir du coup crypto-monnaies qui également retournent à leur ATH. Mais pour déjà qu'elles retournent à leur ATH, il faut qu'ils reviennent à leur médiane. Donc on a dit zone de médiane pour Ethereum, Bitcoin, c'est la zone qui se trouve au-dessus du gap. Zone qui se trouve au-dessus du gap, qu'on essaye du coup de travailler depuis le 13 mars. Donc, depuis le 13 mars, on accumule des ordres, donc on fait des canaux, qu'on vient chercher hop à la hausse, à la baisse. Là, on a créé un nouveau canal qu'on est hop venu chercher à la baisse
Pourquoi? Pour du coup pouvoir récupérer le supply des personnes qui ont long le marché. Hop, ils viennent les liquider, du coup ils rachètent leur supply. Et encore une fois, ici, vous avez donc du spot qui se fait vendre énormément. Donc vous avez énormément de personnes qui vendent leur spot. On peut le voir au niveau de l'open interest. Donc ici, grosse bougie rouge. Malgré ça, l'open interest ne bouge pas énormément. Donc vous avez en réalité énormément de personnes qui vendent du spot, donc qui vendent leur crypto-monnaie. Or, qu'est-ce que veulent les brokers pour pouvoir proposer des produits futurs? C'est du spot. Donc là-dessus, énormément de rachats de spots de la part des institutionnels et de la part des brokers. Institutionnels ou smart money, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais du coup, ce qu'on voit ici, on voit premièrement que sur Bitcoin, on ne casse pas ce support-là. Ce qui peut arriver, comme j'ai dit, on a toujours cet order block à aller chercher, mais bon, vu le manque de supply qu'il y a, je pense que pousser le prix un petit peu plus sera compliqué. Surtout que on peut le voir donc au niveau des metrics, les capitaux qui quittent les altcoins, certains se réfugient sur Bitcoin. Et notamment, certains vendent leur Ethereum pour racheter du Bitcoin. Donc Bitcoin, lui, aura du mal à chuter un petit peu plus que ça. Ethereum, lui, avait énormément d'ordres de stop loss, premièrement, à aller chercher. Deuxièmement, d'ordres futurs à aller chercher. Il est venu les chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre soit on continue de travailler dans cette zone, récupérer le maximum d'ordres, augmenter l'open interest et hop, on repart à la hausse pour retourner dans ce canal. Soit on vient break ce stop loss là, et là ce qui voudrait dire qu'on avait vraiment un besoin d'aller chercher du coup de la supply, et là-dessus la SEC nous a très bien aidé. Juste pour petit rappel, la SEC, donc Gary Gensler, était très ami avec Binance fut un temps et était extrêmement proche de SBF, donc Sam Bankman-Fried de FTX. Donc là-dessus, n'imaginez pas que ces gens-là n'ont jamais d'intérêt commun. Donc, si on revient dans nos histoires de Open Interest. Donc déjà, on voit qu'au niveau de Bitcoin, c'est surtout du spot qui est vendu et qui est racheté. On va regarder au niveau d'Ethereum, parce que Ethereum, il y a eu un petit peu plus de liquidation. Je pense que l'Open Interest a un peu plus bougé. Alors, on a eu donc une bougie bien plus importante, et non, pareil. On n'avait aucun mouvement sur l'Open Interest. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces bougies rouges, c'est du spot. Ce sont des personnes qui vendent leur supply aux brokers. Or, on avait eu l'information que le supply des brokers était au plus bas, dangereusement bas, depuis 2015. Donc vous n'avez jamais eu aussi peu d'Ethereum présent dans les brokers que depuis 2015. Pour rappel, 2015, c'était création d'Ethereum. Donc là-dessus, il faut comprendre que les brokers avaient un besoin essentiel de retrouver des Ethers dans leur supply pour pouvoir continuer de proposer des produits futurs, pour pouvoir continuer de pouvoir faire des grosses bougies rouges ou des grosses bougies vertes pour du coup manipuler les cours et pouvoir aller chercher les stop loss des personnes qui font du futur ou directement les ordres, pouvoir fill les ordres en attente. Donc ici, on a vu grosse bougie rouge, on est venu chercher tous les stop loss à ce niveau-là et également les stop loss de ce niveau-là. Moi, pour indiquer, donc j'avais donné ici ma zone de liquidation. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que maintenant, on n'est plus qu'à une semaine, 4 jours, enfin, je l'ai mal mis ici. Voilà, on n'est plus qu'à 5 jours du FOMC. Alors attendez, je vérifie. FOMC June 13-14, donc c'est le 14. Alors, donc 14 juin, donc ça fait dans 4 jours, on a le FOMC. Donc dans 4 jours, on a probablement ce paradigme de montée de taux. Je nettoie un petit peu le chart. On a ce paradigme de montée de taux qui se termine. Ça va faire bientôt 1 an et demi qu'on a les taux qui augmentent. Plus d'augmentation de taux. Qu'est-ce que veut dire plus d'augmentation de taux? Veut dire ici vous avez donc un bottom et une perf
des indices sur quoi? Sur possiblement plus d'augmentation de taux. Donc ici, c'est une prévision. Ici, pareil, prévision. Maintenant, une fois que ce sera acté, une fois que on n'aura pas eu d'augmentation de taux, donc pour rappel, depuis le 1er mars 2022, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez avoir les indices qui vont pump, parce que du coup, le scénario a été validé. Donc les personnes qui restaient sceptiques, donc ici, les 30% de personnes qui restaient sceptiques sur l'augmentation de taux vont réinvestir leurs capitaux. Ici, donc, overnight reverse repo, on a toujours 2130 milliards. Donc 2130 milliards, c'est à peu près le PIB de la France, qui est bloqué donc, dans les comptes, dans l'overnight reverse repo de la Fed. Donc ça, c'est des institutionnels qui mettent leurs fonds à la Fed en attendant une opportunité. Parmi ces fonds, vous vous doutez bien que il y a des personnes qui attendent la non-augmentation de taux. Il y a une personne qui garde leurs fonds parce qu'ils pensent une augmentation de taux. Si on n'a pas d'augmentation de taux, ici, vous allez avoir des capitaux investis. Ici, vous allez avoir des capitaux investis. Donc, on va avoir ici cette charte qui va normalement chuter. Normalement, qui risquerait donc de chuter. Donc, certains de ces capitaux qui vont se réinvestir. Maintenant, pas tous. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres paradigmes, d'autres inquiétudes qui font que certains de ces capitaux vont, je pense, rester à la Fed jusqu'à le commencement de la baisse de taux. Maintenant, on voit ici avec l'inflation qu'on a une inflation qui continue de chuter. Donc la Fed, par peur d'une déflation, réinvestit des capitaux sur les marchés. Réinvestissement des capitaux dans les marchés provoque quoi? Provoque du coup une confiance des autres acteurs à investir sur les marchés. Donc si on rejoint tous ces paradigmes, on voit que si on aurait en effet pas d'augmentation de taux, on aurait retour, on aurait donc pump du S&P, pump du Nasdaq, et ici, ces valeurs qui sont sous-évaluées, vous pensez qu'elles vont seulement rejoindre la médiane? Donc médiane, pour les indices, c'est la montée de taux va peut-être ne pas être faite. Maintenant qu'on a la confirmation, montée des taux n'est pas fait, on va rejoindre le haut de la médiane. Ici, connaissant la volatilité des crypto-monnaies, il est fortement possible que pas d'augmentation de taux, réinvestissement des capitaux dans les marchés, on pump directement pour repasser où? Repasser en haut de la médiane. Repasser en haut de la médiane voudrait dire donc au niveau des 3300, 3500 sur Ethereum et au niveau des 32 000, 40 000 au niveau de Bitcoin. Donc là-dessus, on est exactement sur cette zone du gap. C'est pour ça que je pense qu'il est possible, après cette liquidation qu'on a eue, je pense qu'il est possible de, voilà, ici on a une grosse liquidation pump haussier. Là, étant donné le fait que d'autres capitaux vont pouvoir investir ces marchés, je pense que, hop, liquidation, on est en train de la voir, on va avoir un pump, on va donc squeeze tous les shorters, hop, 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 hop. Ici, une fois qu'on aura break cet ATH, on aura peut-être petite réaction, due au fait que, voilà, ici, vous avez soit des shorts qui vont se déclencher, qui vont se faire sortir, soit des personnes qui vont prendre des profits. Donc peut-être petite réaction à ce niveau-là, mais après, hop, on va enfin attaquer ce gap. Et il est bel et bien possible que, soit à la rentrée, soit un petit peu après, on rejoigne cette zone de valeur, donc les 38 000, 40 000. Pourquoi? Parce que, comme expliqué, ces actifs, qui sont des actifs de valeur, et ils l'ont prouvé du coup durant cette année baissière, enfin, cette année baissière, pas 2023, mais durant 2022, on a vu quels actifs pouvaient survivre ou non. Donc les FTX, les Celsius, les Terra Luna, tout ça c'était à la poubelle. On a d'autres actifs qui ne sont pas morts mais où les charts sont tellement bas que juste pour qu'ils rejoignent les dernières résistances, il va falloir faire des plus 10 000%. Donc ces actifs aussi sont pour la plupart pas forcément terminés en termes technologiques, mais en tout cas en termes de valorisation, on ne retrouvera jamais les niveaux qu'on a eu. Mais en tout cas, ici donc, notre fameux S&P, qui lui, hop, a fait son top un petit peu après les crypto-monnaies. On voit que voilà, on a déjà rejoint cette médiane du range. Donc c'est ici, moi, ma zone de valeur que j'attends pour Bitcoin. Donc
comme expliqué, hop, ça se trouve où? Comme expliqué, juste au-dessus du range. Donc, il fallait comme on a eu ici un catalyseur économique euh, ou de FUD pour dire voilà, vendez votre supply. Pardon. Voilà, donc comme on a eu ici FTX qui nous a dit voilà, donc FTX chute, les crypto-monnaies à la mort, etc., etc. Donc du coup, ça a permis quoi? Ça a permis de passer sous les derniers supports, d'accumuler, de récupérer de la supply extrêmement peu chère et hop, de faire pump le prix. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, on a vu augmentation de 50 points de base au lieu de 25, non, de 75 points de base en mars, c'est vrai. Donc on avait eu l'augmentation de 75 points de base, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, on va vérifier ça. Donc c'était en mars. En mars, en mars, en mars, en mars. Mars 2023. Voilà, mars 2023, on s'attendait à une hausse de 50 points comme on a eu ici, mais non. Donc on est passé de 4,50 à 5. Oui, donc augmentation de 5 points, mais je suis pas sûr de ça. Mars statement. Ouais, donc on a eu une augmentation de 75 points de base et la Fed a augmenté sa target de taux finaux. Donc voilà, on a eu ce FUD là au niveau de mars. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis liquidation. Et liquidation qui a fait quoi? Une fois qu'on a récupéré tout ce supply, on est tombé à des niveaux de valorisation jamais connus? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que vous avez un Bitcoin qui a montré que même dans les pires moments, il est résilient. Et ça marche. Donc, imaginons que vous ayez faillite bancaire. On a deux possibilités, soit tout le monde se réfugie sur l'or, maintenant on a un gros problème avec l'or, c'est l'or n'est pas un système de paiement. L'or est la meilleure des épargnes, personne ne pourra dire le contraire, ça fait 5000 ans que ça marche, bien mieux que le Bitcoin, et quels que soient les Bitcoin maximalistes le disent, n'importe quel épargnant préfère avoir de l'or que du Bitcoin. Maintenant, on a toujours ce problème avec l'or, c'est que l'or n'est pas un système de paiement. Pour fractionner de l'or, pour acheter une baguette, on ne peut pas se balader avec des cailloux d'or dans les poches. Pourquoi? Parce que vous risquez même de les perdre. Donc, le Bitcoin est la meilleure des épargnes au niveau des cryptos. Maintenant, le Bitcoin, pardon, par contre, est le meilleur hedge possible à la chute d'un système financier. Et quand je dis système financier, je ne parle pas système de réallocation de capitaux, d'épargne, d'investissement ou de rentabilité marginale du capital investi. Je parle de système de paiement. C'est-à-dire que Bitcoin, si demain on a un système bancaire sclérosé, l'épargne présente dans le système financier va avoir certes un impact, mais les personnes qui voudront échanger de la valeur auront d'autant plus besoin d'avoir du Bitcoin que d'avoir un autre actif échangeable. Parce que pour rappel, l'or c'est un hedge pour votre épargne, mais l'or c'est très difficile à échanger. Vous pouvez échanger du papier or, mais on sait très bien qu'il y a toujours eu de la triche par rapport à ça. Que même actuellement, on a deux lingots pour. Enfin, pardon, on a un lingot pour trois personnes qui possèdent des ETF. ETF hors papier. Donc, sur Bitcoin, on ne peut pas tricher. C'est un système de paiement alternatif qui a prouvé qu'il marchait très bien. Maintenant, on a vu ici, hop, liquidation. La liquidation a servi à quoi? À faire un pump. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc une liquidation, qui en réalité n'en est même pas une. Quand je regarde mes charts, personnellement, moi, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Mais bon, on a donc une liquidation et un retour de capitaux sur ces niveaux de prix pour probablement
pump. Pump pour arriver où? Pump pour arriver donc dans cette zone de gap qui est le gros travail de l'année 2023. Sur Ethereum, bon, Ethereum, lui, est une exposition à l'innovation dans le monde de la crypto-monnaie, ce que n'est pas Bitcoin. Du coup, bien évidemment, vous allez avoir plus de réactions négatives lorsque vous avez une liquidation d'ordre, on va dire, environnement à risque pour les produits financiers, pour l'économie, pour la croissance. Donc c'est pour ça qu'on a un Ethereum qui réagit plus difficilement. Maintenant, Ethereum, quand je regarde la supply, quand je regarde les prévisions de supply, personnellement, je ne m'inquiète pas énormément pour Ethereum. Et je suis même content qu'on revienne sur ces zones de prix. Pourquoi? Parce que ça permet de racheter de l'Ethereum. Moi, j'étais rentré ici, donc comme expliqué, hein, j'étais rentré là, quand on était venu dans cet order block, avec mon stop loss juste ici. Là, on vient à ce niveau-là, je rachète totalement d'Ethereum, en spot et en futur. Maintenant, c'est pas un conseiller en investissement, c'est mon exposition, et mes prix de liquidation de spot ne sont pas les prix de liquidation de futur. Ici, ce que vous voyez là, c'est les prix de liquidation de futur, pas les prix de liquidation pardon, du spot. Donc ici, meilleur des aubaines pour les brokers qui peuvent racheter de l'Ethereum alors qu'ils n'en avaient complètement plus. Donc c'était vraiment, les réserves étaient à sec, ça devenait même dangereux. Donc possibilité de racheter l'Ethereum ici, moins cher, c'est top. Au niveau du Bitcoin, on a la deuxième possibilité de racheter du Bitcoin à 25 500. Pareil, c'est top. Maintenant, la chart Ethereum BTC nous montre bien que voilà, on avait cette trendline qu'on est venu break. En réalité, la première c'était celle-ci. Hop, on est venu la break à ce niveau-là. Du coup, c'était celle-là qu'on est venu break pardon, avec un gap ici, avec du coup 44% de Bitcoin, c'est Ethereum en termes de market cap. Donc, du coup, ça nous montre quoi? Ça nous montre que on va peut-être pas avoir tout de suite le boom des alts par rapport à Bitcoin, ou alors peut-être que c'est du coup le dernier appel de phare, comme on dit, pour dire voilà, vendez vos Ethereum, achetez du Bitcoin. Je pense que sur l'altcoin season, on va voir aussi. Ah, même pas, on est toujours à 12. Donc, ouais, donc même pas, on a toujours des capitaux. Toujours des capitaux qui s'investissent, donc plus sur les altcoins que sur Bitcoin. Encore une fois, je vois que écoutez, le paradigme n'a pas changé, hein. Les métriques sont toujours les mêmes, voire en amélioration. On voit ici donc le nombre d'adresses sur Bitcoin augmente toujours. On est arrivé donc dans le nouveau range au niveau des transactions par jour de Bitcoin. On est maintenant au niveau des 420 000, 430 000. La supply d'Ethereum, c'est toujours déflationniste, hein, et c'est toujours extrêmement demandé. Donc Ethereum, c'est vraiment... Actuellement, sur Ethereum, on a vraiment je vais pas dire un cadeau, mais voilà, on a vraiment une possibilité d'acheter de l'Ethereum pas cher pour certainement les prochaines valorisations de prix. Maintenant, c'est possible qu'on vienne break ces niveaux. Rien ne nous dit qu'on ne va pas venir break ces niveaux, mais je pense que ça sera extrêmement compliqué de venir break ces niveaux, tant la supply d'Ethereum devient rare et Ethereum devient extrêmement demandé. On voit ici que voilà, on a eu un espèce de flat au niveau de la supply. Hop, ici il y a eu un trou de la supply et ça y est, on devient extrêmement déflationniste. Donc on est toujours au niveau des 120 millions. Toujours au niveau des 120 millions. Mais si vous voulez, donc les 30 derniers jours, on a brûlé 67 000 Ethereum. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc sur du coup le début d'année, enfin depuis The Merge, on a brûlé 282 280 Ethereum. En plus de ça, au niveau des L2, on a toujours une activité en hausse. Donc là aussi, ça peut augmenter, ça peut diminuer le supply circulant. Et au niveau de l'adoption d'Ethereum, c'est toujours parabolique, hein. On est toujours sur une augmentation linéaire. Donc là-dessus, pas
Personnellement, pour moi, c'est que du FUD, c'est que un environnement pour que les personnes vendent leur Bitcoin. Les dernières personnes qui n'étaient pas encore attachées à la valeur de leurs Ethers et de leurs cryptos les vendent, peut-être même à perte, pour que les brokers puissent les racheter, pour qu'ils puissent enfin faire le mouvement qu'ils attendent. Donc le fameux mouvement qui leur permettra de passer ce gap, qui est un très gros problème pour les brokers. Ce gap-là, regarde celui-ci. Le gap qu'on a eu là, donc entre les 25 300 et les 29 400, c'est un problème qui a duré du 18 mars au 11 juin. Donc 18 mars, 11 juin, on va dire 18 à 18, comme ça on se casse pas la tête. Ça fait 3 mois que les brokers manipulent les prix pour remplir le carnet d'ordre de cette zone de prix. Et qu'est-ce qu'on a entendu dernièrement? Ils n'avaient plus de supply. Donc les zones de gap comme ça, c'est un calvaire pour les brokers. Parce que les personnes ne veulent pas trade, parce qu'il n'y a pas d'ordre à aller chercher, et parce qu'on doit manipuler le marché, donc vendre la supply pour aller chercher des liquidations et pour aller filer des ordres. Donc ici, vous avez 2 fois plus de travail pour un broker. Chose que ici, il n'a pas eu à faire. Ici, il y avait déjà des ordres en attente, on a pu liquider, donc envoyer des grosses bougies rouges, mais en l'espace de quoi? Déjà ici, première grosse liquidation, qu'on n'a même pas réussi à faire ici, qui a pris combien de temps? Donc du 18 janvier au 7 février, donc en 15 jours, hop, on a pu liquider énormément de personnes. Et ici, donc, ça nous a pris quoi? Entre le 17 février et le 6 mars. Donc pareil, en 15 jours, vous avez des grosses liquidations qui vous permettent de faire pump le prix. Alors que ici, pour avoir la première liquidation, on a attendu donc 17 mars, 11 mai, donc 1 mois et demi pour faire une liquidation qui n'est même pas de l'ampleur de celle qu'on a eu ici. Donc, pour vous expliquer que ces zones de gap là sont un calvaire pour les exchanges, qu'en plus de ça, on est en période estivale, et qu'en plus de ça, on a eu énormément de liquidité qui est sortie des marchés. Donc, n'oubliez pas que ce que vous entendez, ça peut être vrai, ça peut être du FUD. En tout cas, si vous avez investi dans des jetons avec de la valeur, ne cherchez pas à aller trouver la zone de prix parfaite, la liquidation qui vous fait dire que voilà, en fait, les cryptos vont à zéro. Tout ça, c'est de l'émotion. Et cette émotion-là, elle est encore plus présente sur les marchés crypto que sur les autres marchés. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de personnes qui réagissent avec leurs émotions. On a beaucoup de retail, mais on a aussi beaucoup d'institutionnels qui ne savent pas gérer ces marchés-là. Pourquoi? Parce que ces marchés-là, pour beaucoup, ils voient ça comme des valeurs technologiques. Or, une valeur technologique qui perd 90% en un an, c'est une valeur qui est morte. On voit bien que ce n'est pas le cas pour Bitcoin. Donc ici, il faut des nouveaux modèles de valorisation pour ces actifs. Il faut des nouvelles appellations pour ces actifs qu'on n'a même pas encore trouvées. Donc, il ne faut pas écouter le FUD. N'écoutez pas le FUD. Investissez dans les jetons que vous pensez qu'ils ont de la valeur parce que vous avez étudié le marché, parce que vous savez qu'il peut y avoir une demande sur, par exemple, des transactions internationales entre deux pays qui ne veulent pas passer par une monnaie tierce. Là-dessus, Bitcoin est le meilleur des moyens. Ou vous pouvez avoir des actifs comme Ethereum, où vous savez que c'est là-dedans qu'on a le plus d'innovation, le plus de rupture technologique et le plus d'adoption au niveau du marché des cryptos. Qu'en plus de ça, c'est un supply qui est déflationniste et que ça reste le plus sécurisé en termes de proof of stake. Donc là-dessus, n'écoutez pas le FUD. Si vous voulez vendre vos cryptos parce que vous n'y croyez plus, faites-le parce que ce type de mouvement, c'est vraiment tout petit. Et on a tous les médias qui relayent ça comme la liquidation du siècle, mais en réalité c'est tout petit par rapport à ce qu'on a eu. Je veux dire, regardez quand même les bougies qu'on a eues l'année dernière, c'est même pas de la liquidation. Enfin bref, on va faire un petit tour au niveau des autres cryptos pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, au niveau des actifs que je pense qui ont de la valeur. Et encore une fois, ce n'est que mon propre avis et mes propres recherches. Vous pouvez faire les vôtres pour voir un petit peu
si vous êtes d'accord ou non. Alors, au niveau d'Uniswap, pourquoi je pense que c'est un actif qui a de la valeur? Parce que c'est le DEX le plus utilisé, que le jeton pour l'instant ne sert à rien. C'est pour ça que j'en ai très peu dans mon portefeuille, mais qu'encore une fois, c'est pas dérangeant pour moi. Dans quel sens? Dans le sens où je pense que je pourrais, donc là par exemple, j'ai une occasion de me recharger en Uniswap pour pas cher. Pourquoi pour pas cher? Parce qu'on est au niveau des liquidations de 2022, donc au niveau des bottoms annuels. Pour rappel, Bitcoin, dans ces zones de prix, donc on prend le plus haut d'Uniswap, on le met au niveau du plus haut de Bitcoin. Voilà, donc ici on est au niveau du bottom de Bitcoin sur Uniswap. Est-ce que c'est une bonne zone d'achat? J'en vois pas de meilleur. Personnellement, j'en vois pas de meilleur. Donc ici, vous pouvez rentrer à l'achat sur Uniswap, toujours en ayant une bonne gestion du risque. Donc on dit que voilà le bottom qui a été fait en juin, alors qu'on était en paradigme de fin du monde, de l'économie va s'écraser, il va y avoir une déflation, il va y avoir une dépression, enfin bref, tous ces paradigmes qui n'existent plus actuellement, vous êtes à 16% du bottom. Donc Uniswap, personnellement, je pense que bon point d'entrée actuel, en spot ou en futur, avec bien sûr zone de liquidation au niveau des 3,33, qui pourrait être intéressant. Link. Alors Link qui a cassé son bottom de juin. Link, qui est quand même l'oracle le plus utilisé, qui est l'oracle le plus sécurisé. Un oracle, qu'est-ce que c'est? Un oracle, c'est un smart contract qui vous permet de sécuriser les informations qui passent d'un smart contract à un autre, d'une blockchain à un autre, de la vie réelle à la blockchain. Sans les oracles, dont Link est le numéro 1, vous n'avez pas de DeFi, vous n'avez pas de smart contract, vous n'avez pas de circulation d'informations entre blockchains différentes ou entre les informations de la vie réelle vers la blockchain. Autrement dit, sans Link, vous avez la moitié des smart contracts utilisés qui ne peuvent pas marcher. Et pourtant, on a actuellement un Link qui est valorisé en dessous de son bottom de juin. Est-ce que c'est une bonne zone d'achat? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et c'est là où vraiment je comprends que. Mais un FUD aussi. Vraiment, je comprends pas. Un FUD aussi insignifiant. Mais une security link ne peut pas être une security. Pourquoi? Parce que la fondation ne possède même pas 20% du supply. Ils l'ont vendu le supply en plus de ça, à perte. Enfin, pas à perte, mais ils l'ont vendu quand le jeton était vraiment pas cher. Donc, est-ce que ça pourrait passer en security? Je ne pense absolument pas. Est-ce que ce serait possible? Alors attendez, parce que du coup, hop, voilà, ici j'ai à peu près les bonnes charts. Donc en ayant à peu près les bonnes charts, on voit très bien que le spread est assez impressionnant. Et maintenant je vais aller sur Ethereum. Pourquoi? Parce que comme expliqué, beaucoup des smart contracts, si ce n'est quasiment tous, d'Ethereum marchent avec Link. Donc qu'est-ce que j'ai à ce niveau-là? Hop, bottom de juin, voilà. Donc ici, vous avez un spread, alors que si jamais Ethereum pump, les smart contracts d'Ethereum pump, Link va être de plus en plus utilisé. Si on regarde la market cap de Link, on voit que c'est encore moins. Pourquoi? Parce que vous avez du coup la totale émission des tokens. Donc écoutez, Link, pareil, personnellement, moi je vais en racheter. Je vais en racheter pas qu'un petit peu.
Atom. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est pris là, Atom? Oh, 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 oh. Alors je suis impressionné parce que Osmo, lui, n'a pas tant chuté que ça. Mais Atom, par contre, Atom, c'est quelque chose. Donc si on vient au niveau de liquidation, bah, on voit qu'en fait, Atom a rejoint les niveaux de liquidation, enfin les niveaux de chute de Osmo et est même passé en dessous. Alors qu'on a l'Eton Chain Security qui a été mise en place et qui marche très bien. Donc pareil, ici vous avez une rupture technologique sur Atom et qu'est-ce qu'on fait? On vient liquider tout le monde pour une histoire de FUD. Moi personnellement je vais en racheter un. Donc ici, comme expliqué, c'est vraiment les soldes sur les alts. Autant Bitcoin et Ethereum ont bien survécu, autant les alts, c'est les soldes comme on dit. Donc si vous voulez investir dans les altcoins, vous aviez du coup plusieurs possibilités. Vous aviez donc du coup les bottoms de juin, et voilà qu'on a cassé les bottoms de juin. Donc c'est super. Alors je vais juste regarder. Juste regarder l'IBC Network pour voir du coup Atom avec combien de blockchains il interagit. Donc on voit que c'est le deuxième, hein. C'est le deuxième qui interagit le plus avec les chaînes du Cosmos Hub. On a Osmosis qui est le premier, Juno deuxième, Stride troisième. Donc Cosmos ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Neutron, Quicksilver, Lum, Piston, Shen2, Regen, Constellation, Iris, Lum, Staffy, XO, Akash, Persistence, Sentinel, Crypto.com, Kava, Litecoin, Onomi, Quasar. Donc vous avez du coup Atom qui va bientôt proposer l'IBC à énormément de blockchains avec laquelle l'IBC pardon, le Little Chain Security a énormément de blockchains avec qui il communique. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait faire du coup que toute la sécurisation de ces différentes blockchains rétribueront les stakers d'Atom pour la sécurisation de leur blockchain. Donc vous aurez ici une rétribution massive pour Atom de plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, plus de 30 blockchains qui pourront probablement payer Atom, donc les stakers d'Atom, pour la sécurisation de leur blockchain. Et là-dessus, on a un Atom qui chute au niveau des bottoms de juin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? AAVE, bah en fait je vais tous les faire, hein. Bon, AAVE, on n'a pas cassé les bottoms de juin. Aptos pour moi c'était monté beaucoup trop vite, hein. Aptos personnellement je n'investis pas dedans, mais bon la chart est intéressante, on va bientôt arriver dans des zones de l'order block que j'attendais. SNX on est au niveau des bottoms de juin et de décembre, mais on voit que vous voyez ces cryptos ont déjà donc fait des rebonds de plus de 10%. Osmo lui, bon, Osmo modèle économique assez particulier. Matic qui revient sur un order block attendu. Matic, j'ai l'impression, a eu une plus grosse liquidation que d'autres. Axelar,
pas trop de liquidation, ça va. Solana, on revient sur un ancien order block. BNB, alors lui, il a vraiment pris très cher. BNB, il a vraiment pris très cher. Parce que du coup, avec l'histoire de Binance, lui, par contre, pourrait être un security token pour le coup. Avax, on a break les niveaux de décembre. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on voit un petit peu que voilà, ils ont tous subi le FUD de, de notre Mega Gensler. Donc félicitations aux brokers qui ont pu se recharger massivement en crypto-monnaie, en altcoin. On voit que Ethereum et Bitcoin n'ont pas du tout réagi de la même manière que les autres altcoins. Ça prouve bien que les capitaux, pour l'instant, ne se dirigent pas vers les altcoins autres que Ethereum ou Bitcoin. Donc, bah écoutez, pondérez vos wallets de la manière où vous allez avoir plus de Bitcoin et d'Ethereum dans vos wallets pour le moment, tant que on n'a pas un retour des capitaux à risque sur les marchés, parce que vous pouvez du coup vous faire liquider vos positions sur un simple FUD, comme Gary Gensler sort un papier qui n'est recevable par aucun tribunal, mais bon, vu que c'est Gary Gensler, et bah on se dit oh là là, faites attention. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.